merci pour cette caudale divertissante, ce qui me permet d'essayer de vous faire croire que j'ai proposé à M. Van Leeuwen de parler maintenant pour vous faire souffler et pour vous relaxer un petit peu avant de recommencer à parler de résistance microbienne aux antibiotiques par une table ronde. Et messieurs, je vous laisse la parole et contrit, je redescends dans la salle. Non, celui-là, il est sur la même fréquence là, mais pas le micro. Ouvrir le feu après cet ensemble de monsieur le secrétaire perpétuel. Je voudrais simplement poser deux questions. Là, plus un commentaire qu'une question. Vous avez beaucoup parlé de résistance aux antibiotiques. On a beaucoup parlé également de l'initiative IMI et de l'industrie, mais il y a quand même un moyen qui est très simple, qui a été découvert par un gynécologue, Semmelweis, qui est l'asepsie, et qui réduit quand même considérablement le risque de contamination infectieuse et qui a relativement une faible place, bien que tout le monde y voit ça à pathos, ça a une faible place dans l'application quotidienne en milieu hospitalier et à domicile également. Or, on sait que la première cause de transmission des maladies infectieuses multirésistantes, c'est le stéthoscope. Et les gens qui ne se lavent pas les mains. Et dans les unités de néonatologie, dans les unités de pédiatrie, c'est vraiment très important. Ça, c'est un problème majeur. Et la deuxième question, c'est pour la résistance aux antibiotiques. Est-ce qu'il y a déjà des procès sur les conséquences médico-légales de l'usage excessif d'antibiotiques? Est-ce qu'il y a déjà des procès parce qu'on a utilisé trop d'antibiotiques? Un petit mot sur l'hygiène, peut-être. Ça, forcément. Je voudrais nuancer votre propos, parce que je pense qu'on a fait, en particulier dans nos hôpitaux en Belgique, on a fait énormément de progrès en termes de prévention de la transmission des micro-organismes, notamment grâce à ce gynécologue du XIXe siècle, mais pas que, toute une série d'autres approches. Mais hélas, ça n'est pas la panacée. Parce que ça réduit certainement, pour certains micro-organismes en particulier cutanés, ça marche excessivement bien. Le MRSA, par exemple, en Belgique, s'est effondré proportionnellement au déploiement des campagnes d'hygiène des mains. La corrélation temporelle est magnifique. Pour les grammes négatifs, dans le réservoir, le tube digestif, c'est déjà, hélas, un peu plus compliqué, d'une part. Et puis, un des gros enjeux qu'on a évoqué à de multiples reprises, c'est que ça ne se passe pas dans les soins de santé, ces sélections. Ça se passe par la pression antibiotique. On parlait de la provenance de ces gènes de résistance qui viennent de souches sauvages absolument non pathogènes, qui entrent via l'environnement, la chaîne alimentaire, etc. Et donc, je crains qu'hélas, ce n'est pas l'asepsie et les règles d'hygiène qui vont maîtriser ce problème. Contribuent certainement à limiter les éclosions, comme disent les Canadiens, joli mot pour les outbreaks et aux épidémies. Mais hélas, ça ne va pas tout résoudre. J'en veux pour preuve l'anecdote que je racontais tantôt, quand on voit une patiente qui arrive maintenant aux urgences avec des germes résistants, une partie non négligeable, les BLSE, les COVID-BLSE, pour ceux qui sont un peu plus familiers, ça c'est une affaire qui circule dans l'environnement extra-hospitalier, ça n'est pas du tout lié à une problématique d'hygiène dans les soins de santé. Donc c'est un peu plus complexe, hélas. Mais on n'abandonnera pas l'hygiène et la prévention par l'hygiène des mains et l'asepsie, ça c'est clair. Peut-être qu'on a sous-investi ce domaine dans le siècle précédent. Donc, je pense qu'on est en train de rattraper un peu la sauce. Avant, il y avait d'autres
question, peut-être la deuxième question sur les procès. Est-ce qu'on peut avoir une information là-dessus? Les procès liés à des résistances dans vos hôpitaux? Il y a évidemment beaucoup d'actions en justice liées à des infections acquises à l'hôpital et qui ciblent préférentiellement des patients avec des germes multirésistants, comme le MRSA, qui a ouvert un peu la voie. C'est une, comment dire, de façon un peu caricaturale, certains tribunaux en Belgique et ailleurs d'ailleurs disent si c'est un germe résistant, c'est une nosocomiale, c'était évitable. Et donc les patients qui vont en justice vont en partie, poussés par leur conseil, parce que ce sont des germes résistants. Mais en réalité, c'est plus compliqué que ça. Et il y a évidemment beaucoup de choses évitables qui ne sont pas du tout liées à l'association ou la présence d'un mécanisme de résistance. L'inverse est que quand on répond à un tribunal que ah non, pas du tout, c'est pas une souche particulièrement nosocomiale, on sent que l'affaire dégonfle, alors que ce n'est pas parce que c'était un gène sensible qu'il n'y a pas eu faute, erreur et nécessité d'une réparation légitime. Donc il y a une confusion entre la notion de résistance et l'enjeu de réparation, en fait. Je ne sais pas si je réponds. En tout cas, ça, c'est dans mon expérience. Est-ce que je peux ajouter quelque chose à ta première question, Jean-Michel? Les méchantes bactéries ne connaissent pas les frontières. Hein. L'exemple typique, c'est ces bactéries porteuses de la bêta-lactamase MDM1, qui est une bêta-lactamase à zinc, qui détruit à peu près tout cas tous les bêta-lactames, qu'on rencontre en Inde et au Pakistan, partout, dans les flaques d'eau. On trouve le gène dans les flaques d'eau. On en trouve parfois dans l'eau du robinet. Alors évidemment, le malade qui revient avec une bestiole qui porte ce truc-là, il risque de refiler à son voisin. C'est tout à fait indépendant du fait que s'il va à l'hôpital, le médecin va se laver les mains ou pas avant d'examiner. Oui, mais c'est justement ça qui est le problème, c'est que la juriste, comme tu sais, je fais beaucoup d'expertise judiciaire. Je connais la vision holistique et très simplifiée des magistrats. Une fois qu'ils ont pris une position, ils appellent ça la jurisprudence. Ça leur évite de continuer à penser. Donc, je répète toujours on appelle ça la jurisprudence. Eh bien, ça permet de condamner des innocences, hein, parce que la jurisprudence des bactéries, elles n'ont pas de cerveau, elles ne le connaissent pas, mais elles continuent de m'embiter. Petit mot sur les voyages. Selon les études, voyage en Inde, en Asie, 30 à 70% de voyageurs au retour portent une bestiole avec souvent une métallenzyme. Heureusement, la nature est bien faite et ils vont clearer le portage s'ils ne tombent pas malades avant et s'ils n'arrivent pas en soins intensifs avant, ils vont, pour beaucoup d'entre eux, clearer le portage en quelques mois. Et donc, effectivement, l'enjeu environnemental au sens le plus large est extrêmement important. Les avions doivent être quelque chose d'impressionnant. On va essayer, puis Michel. On a dit à plusieurs reprises dans le cours de ce symposium qu'une des causes majeures de la résistance aux antibiotiques, c'est la surprescription par les médecins, dans des conditions discutables, parfois inappropriées. La prescription par je suis médecin, comme vous le savez, la prescription par le médecin, c'est pas quelque chose de rationnel, c'est quelque chose qui est en partie émotionnel. Et quand on parle d'émotion, on parle également de jugement de la part du patient, du jugement de la part de la société, voire des jugements par des juges, on vient justement de parler de procès, des aspects médico-légaux. Et je voulais juste faire une réflexion sur le jugement porté sur une action via une non-action. Et je commencerai par un contre-exemple, qui n'a rien à voir avec les antibiotiques, mais qui illustre un peu le propos. C'est que vous avez un patient qui est en fibrillation auriculaire.
Tout le monde sait bien qu'il est à haut risque d'embolie pulmonaire et que le traitement, c'est démontré dans une série de méta-analyses de grands essais cliniques, c'est un anticoagulant et pas un antiagrégat. En pratique clinique, on s'aperçoit qu'énormément de patients restent traités par des antiagrégants et pas par des anticoagulants. Pourquoi? Parce que si le patient fait une embolie, le médecin ne prescrit pas. Juste l'aspirine que le patient avait déjà, donc il ne met pas sous anticoagulant, il ne se passe rien, mais le patient, donc il n'y a pas d'embolie pulmonaire, mais le patient développe une hémorragie cérébrale. C'est le médecin qui va être responsable, considéré comme responsable, en tous les cas par la famille et par le patient, parce que c'est le médecin qui a prescrit un anticoagulant, tout le monde sait bien qu'un anticoagulant donne une hémorragie cérébrale. Par contre, il ne prescrit pas. Le malade fait une embolie cérébrale, ça, c'est pas la faute du médecin, c'est la maladie. Tout le monde sait bien qu'une arythmie complète donne des embolies. Donc, c'est tout le jugement de l'action non action. Maintenant, si on prend à contrario ici, le jeune enfant arrive avec de l'infection, fièvre, tousse un petit peu, etc. Le médecin décide de ne rien faire. Bon, s'il ne se passe rien après, il n'y a pas de problème. Mais s'il se passe quelque chose après, si ça tourne dans l'après, le jugement de la famille, des pairs, voire éventuellement médico-légal, va être catastrophique. Personne ne va reprocher à un médecin de prescrire un antibiotique, même si ce n'est pas à bon escient. On peut lui reprocher. Et donc, c'est évidemment la technique du parapluie, bien connue en médecine, dans les services d'urgence et autres, qui fait en sorte que, malgré toutes les campagnes, etc., il y a cette réticence, enfin, ce problème majeur, qui est un problème, parce que c'est un problème vraiment de relation personnelle, on en a parlé, qui va poser problème. Et ça, je crois que c'est un problème qu'on aura des difficultés à résoudre. Je suis complètement d'accord avec vous, mais je pense que c'est humain, c'est logique, et c'est un peu la base de notre métier. Et donc, mais intégrer vraiment, intégrer cette réalité quotidienne, clinique, dans notre vision intellectuelle de comment on gère ça, je pense, peut aider par quels sont les outils pour rassurer un médecin et objectiver la non-décision, la décision de ne pas traiter. Et donc des nouveaux tests, des nouveaux algorithmes. Et là, malgré tout, les campagnes fonctionnent. Et le curseur est un curseur continu. On sait quand même qu'il y a aussi des traitements antibiotiques qu'on souhaiterait ne pas voir. Et donc ça, je pense que l'aspect campagne, l'aspect aussi innovation, diagnostic qui permet de rassurer, non, j'ai fait le test et je peux ne pas vous traiter, est indispensable. Et sans ça, on n'avancera pas. Moi, je crois qu'on n'insistera jamais assez sur l'intérêt et l'importance de méthodes de diagnostic rapides qui permettront aux généralistes de dire non, c'est viral, donc je ne donne pas d'antibiotiques. Sinon, je le comprends, hein. S'il ne donne rien, son patient va se sauver, elle ne reviendra plus. Ce que vous dites est tellement vrai qu'il y a quelques années, en Belgique, il y avait un outil de promotion du bon usage des antibiotiques auprès des médecins généralistes qui consistait à les inciter à ne pas donner de prescription, mais il fallait quand même une action. Vous évoquiez action, non-action, et donc on leur donnait un feuillet d'information pour le patient, en disant, vous avez une prescription, vous n'avez pas. Mais en échange de la non-prescription, comme Camille Carole, vous avez un petit document qui va vous dire pourquoi j'ai bien fait de ne pas vous prescrire l'antibiotique. Histoire d'éviter justement que vraiment, je ne parle même pas des complications éventuelles d'un enfant non traité, mais que le malade ressorte, entre guillemets, les mains vides et aille évidemment chez un autre médecin, parce qu'il y a tous ces enjeux-là, bien sûr. On peut peut-être dire aussi qu'en pédiatrie, notamment, il y a le temps qui passe et que quand une température dure depuis plus de 3 ou 4 jours, il est vraiment impérieux de chercher autre chose qu'une infection virale. Oui, moi je voudrais intervenir sur les propos relativement rassurants de Baudouin-Bille sur l'hygiène hospitalière. Il a indiqué que quand même, je pense qu'il y a d'énormes progrès qui restent à faire au sein même des hôpitaux, dans lesquels certains sites critiques, certains instruments restent la source d'infections sévères. Je pense notamment aux instruments d'endoscopie et le CNIA américain lui-même, à la suite de décès déclenchés par des cholangiographie rétrograde par des appareillages infectés, a demandé à l'FDA. Je sais qu'il y a des travaux qui sont en cours aujourd'hui pour revoir certains processus de désinfection. Je crois que le Conseil supérieur de la santé s'est saisi du problème
très récemment pour ce qui est de l'endoscopie. Donc, je pense quand même qu'il y a encore beaucoup de choses à faire dans ce domaine. Je vais peut-être nuancer mon propos, Michel. Oui, bien sûr, il y a énormément de choses à faire, et notamment, appelons un chat, le financement de la prévention des infections dans les soins de santé est très largement insuffisant. Le financement de la lutte contre l'infection dans les hôpitaux est la norme belge de 3 à 4 fois inférieure à ce que les recommandations de la littérature proposent. Là où je vais encore mettre quand même un petit bémol à ce que tu viens de dire, c'est que l'enjeu que tu évoques, il est très important, c'est les biofilms, etc. Mais l'enjeu majeur, c'est le ratio nombre d'infirmières par lit hospitalier. Et donc, on peut changer les stérilis, on peut mieux nettoyer quelques endoscopes, ça va améliorer un petit morceau. Mais le vrai enjeu, c'est de savoir jusqu'où on va investir dans les ressources humaines dans les hôpitaux. En tout cas, pour ce problème-là, ça me paraît très clair. Peut-être un tout petit mot aussi pour dire que maintenant, on commence à voir, chose assez extraordinaire, des endoscopes à l'usage humain. Oui, tout à fait. C'est pour cette raison-là. Je voudrais, à titre d'information, rappeler ce qui s'est passé en matière d'infection et de prévention des infections post-opératoires. Il y a 20-30 ans, on donnait systématiquement des antibiotiques en post-opératoire et pendant une semaine, voire 10 jours. J'ai connu l'époque où on n'a pas pu en brèche cette prise de position. On a amélioré considérablement l'asepsie dans les salles d'opération, donc la prévention. On a stoppé l'administration d'antibiotiques pour énormément d'interventions qui sont des interventions propres. Et on a administré les antibiotiques préventivement par voie intraveineuse avant le geste chirurgical. Autrement dit, au moment de l'induction d'anesthésie, on injecte un antibiotique qui est en général une pénicilline à large spectre par voie intraveineuse, et c'est tout. Même pour une chirurgie lourde, chirurgie cardiaque, chirurgie digestive, chirurgie orthopédique, et ça se limite à ça. Et grâce au ciel, on n'a pas vu un accroissement du taux d'infection post-opératoire. On a même vu dans une certaine mesure une réduction. Donc, cela veut dire que prendre des mesures radicales qui, au départ, pouvaient heurter, choquer même, je me souviens de discussions âpres avec certains chirurgiens qui n'acceptaient pas l'idée qu'on ne garde pas des antibiotiques pendant une semaine en post-opératoire. C'était particulièrement vrai pour les orthopédistes. Mais les mœurs sont évoluées et cela montre quand même que dans cet exemple type, on a fait une économie considérable d'usage d'antibiotiques et on a certainement contribué à la réduction de l'incidence des résistances à tous ces antibiotiques utilisés en hospitalité. Merci. Alain? On va quand même aller tout à fait dans votre sens, en ce sens que le premier pays qui a remboursé un forfait d'antibiotiques au niveau de la chirurgie, c'est la Belgique. C'était du temps de Mme de Galland. Elle a rencontré tous les chirurgiens et les infectiologues et elle a déterminé un certain nombre de forfaits. Ça a fortement diminué la consommation d'antibiotiques en matière chirurgicale. Je voudrais aussi rappeler que c'est la Belgique qui a créé le premier comité d'hygiène hospitalière obligatoire par arrêté royal au niveau, et qui a défendu ça au Conseil de l'Europe. C'est mon père qui l'a fait, donc je peux quand même en être fier. Mais, donc, je crois que la Belgique a toujours été à la tête de l'hygiène hospitalière dans le pays. C'est le premier qui a nommé un médecin en hygiène hospitalière dans chaque hôpital, une infirmière en hygiène hospitalière dans chaque hôpital, et je crois que c'est important de rappeler ça. Mais maintenant, il faut continuer. Rien n'est parfait. Je pense qu'il faut aller plus loin, bien entendu. J'aurais voulu poser une question concernant la thérapie qui a été mise en évidence par Saint-Luc, mais qui a été utilisée à Erasme il y a 2 ans sur une patiente en orthopédie et qui a été couronnée de succès. Qu'est-ce que vous pensez de ces phages et de cette phagothérapie? C'est utilisé depuis très longtemps. Hein. Oui,
C'est extrêmement efficace, mais c'est difficilement contrôlable et mesurable. Et donc, je ne sais pas, mais personnellement, ça me semble difficile d'envisager que ça devienne quelque chose de vraiment de première ligne, parce qu'on développe des anticorps, on ne contrôle pas tout à fait un lot différent d'un autre lot, c'est un principe, c'est que c'est vivant. Alors, il y a deux voies, les Américains travaillent beaucoup sur les lysines, donc essayer d'utiliser le principe actif de lyse bactérienne, mais alors on perd l'aspect coévolutif. Donc on développe des résistances rapidement. Mais pour les patients pour lesquels on n'a plus rien d'autre, ça reste un outil extraordinaire et on a la chance d'avoir l'hôpital militaire qui maintient cet outil disponible. Merci. Alors, encore d'autres questions? Je voulais juste simplement faire un commentaire pour M. Cole et lui demander. La ministre de Bloch a donc bien organisé un programme promotionnel d'interaction entre le médecin et le pharmacien, le médecin de médecine générale et le pharmacien. Et ça, c'est je crois une très bonne initiative. Mais c'est expérimental ou bien c'est tous les médecins généralistes et tous les pharmaciens qui sont proposés pour participer à cette interaction? Non, c'est expérimental, c'est publié sur le site de l'INAMI et vous avez actuellement 16 ou 17 programmes de qualité qui peuvent être diffusés et qui peuvent être mis en place localement. Voilà, ici avec le professeur Frère, le professeur Gier de l'Université de Liège, on va déposer celle sur la concertation des antibiotiques. Vous en avez sur le bon usage de l'azodiazépine, vous en avez une sur l'utilisation des magistrales comme outil option thérapeutique additionnelle, vous avez les prescriptions en PCI, il y a 16 programmes en tout. Ils peuvent être utilisés bon escient en toute association de médecins et de pharmaciens. Il y avait une question aussi qu'on n'a pas beaucoup évoquée aujourd'hui, c'est le fait que finalement on peut décroître la résistance quand on prend des bonnes mesures. On rappelle que l'Espagne avait été à un moment donné un des moins bons élèves européens et que les mesures prises par le gouvernement espagnol ont conduit à une réduction. Et on n'a pas beaucoup parlé des mécanismes par lesquels finalement on obtient cette réduction. Je ne suis pas un méthodologiste, mais il y a un élément qui est quand même assez constant, c'est que la résistance, métaboliquement, ça coûte cher à la bactérie. Et que donc, dès que le milieu autour d'elle, la pression sélective disparaît, elle perd son avantage sur le plan métabolique. Je pense qu'on peut résumer l'impact de cette façon. La fameuse bactérie dont vous parlez tout à l'heure, qui fabriquait de la bêta-lactamase à millimolaire dans son périplasme, elle poussait 2 fois plus lentement dans le tube AC, 2 fois plus lentement que la bactérie qui n'avait pas ce plasmide. C'est donc Darwin qui nous aide plus. Voilà, donc je pense que peut-être je vais redonner le micro à notre président. Merci à tous nos orateurs pour ce symposium passionnant. Merci à vous, M. Bly, pour avoir coordonné ça avec moi. Merci à vous tous.